Euh, Karim Tabou, donc vous êtes secrétaire général du FFS, Front des Forces Socialistes, donc vous êtes un représentant d'un responsable même d'un parti politique en Algérie. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ça bouge pas en Algérie? Parce que quand même, c'est pas la situation qui est faite aux jeunes, c'est pas leur indignité, c'est pas l'emploi, c'est pas voilà, rien ne manque rien ne manque dans la situation finalement. Des jeunes Algériens pour que ça bouge et finalement il y a des émeutes, il y a des choses, mais ça ne bouge pas de manière visible et profonde. Et comment vous expliquez ça alors même que tout l'environnement est en mouvement? C'est très étonnant, quoi. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir relancé le débat sur la situation politique des pays du Maghreb. Permettez-moi de commencer mon intervention par une citation d'un écrivain russe, Solzhenitsyn, qui disait « Par un étrange paradoxe, plus je sombre dans un monde d'une cruauté inhumaine, plus je prête l'oreille aux rares qui, même dans un tel monde, font appel à la conscience. » Je pense que l'Europe, Écologie Les Verts, font partie de ceux qui appellent à la conscience. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la force de ce que vous débattez, de ce que vous décidez. C'est vrai qu'en Algérie, on n'a pas compris, mais il faut au moins comprendre que tout est fait pour ne rien comprendre. C'est déjà un avantage que de comprendre que le régime algérien a passé son temps à rendre invisible et illisible la situation politique dans le pays. Il a, comme vous le savez, en 88, les Algériens sont sortis dans la rue, ils ont exprimé leur ras-le-bol, ils ont revendiqué le respect de leur dignité, ils ont revendiqué les droits, et puis on a engagé un processus politique qu'on appelait le processus de réforme démocratique. Et puis en 91, il y a eu des élections qui ont fait que pour des raisons liées au mode électoral, aux conditions générales du déroulement des élections, il était évident que des forces à l'intérieur du régime ne voulaient pas de démocratie en Algérie. Mais bien sûr, ils ne sont pas les seuls à ne pas vouloir de démocratie en Algérie. Il y a également leur soutien au niveau international. Excusez-moi de citer un propos que j'avais qualifié de propos raciste du président de la République française. Il y a quelques mois, il avait tenu un propos en disant « Moi, je soutiens Bouteflika parce que si ce n'est pas Bouteflika, c'est les talibans à Alger. » Cette image qu'on a essayé de vendre à l'extérieur, par laquelle on a effacé complètement l'existence d'une société civile, d'un peuple qui veut vivre, qui a envie d'accéder à la démocratie, d'accéder aux libertés, aux droits, est réduite malheureusement à une équation de deux extrêmes. Soit on est avec les militaires algériens, soit on tombe entre les mains des islamistes. Cette équation a permis donc au régime de se restructurer, de se réorganiser, et finalement, on peut résumer ce qui s'est passé dans le pays en Algérie depuis 1991 à ce jour, c'est que le régime a fait la guerre en réforme. Il a tout simplement décidé de mener une politique de violence de guerre pour empêcher la démocratie. Finalement, on a fait payer aux Algériens, par une guerre sanglante, le fait d'avoir osé un jour réclamer la liberté. Et aujourd'hui, les faits sont là. C'est que les Algériens, ils vivent au quotidien toutes les injustices. C'est un pays de paradoxes. C'est un pays où il y a beaucoup d'argent, où il y a le gaz, il y a le pétrole, mais également il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup d'inégalités, et il y a beaucoup de ressentiments, il y a beaucoup de révoltes. Une fois, il y a un caricaturiste qui a dit que chez nous, on n'a pas besoin de mettre des stations nucléaires parce que l'enrichissement de l'uranium, il est en chacun de nous. Chacun de nous est une machine à enrichir l'uranium. Parce que la révolte, la colère, la colère contre notre situation a fait que chaque Algérien est devenu potentiellement explosif. Et donc, pendant toute cette situation, les Algériens étaient soumis à des traitements très violents. On peut parler de la Syrie, on peut parler, loin de moi, les comparaisons de valeurs, mais plutôt
en termes de pertes humaines. C'est un pays l'Algérie est un pays qui a connu une guerre qui a duré plus de 15 ans, avec son lot de victimes, 200 000 morts, 15 000 disparus, avec des destructions qui ont atteint la société dans son organisation. Aujourd'hui, finalement, le régime s'est restructuré en détruisant la société. Et on peut faire un regard dans l'histoire. On va s'apercevoir que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 3 conflits, 3 guerres sauvages qui ont marqué l'humanité, mais qui ont toutes abouti à quelque chose. Il y a la guerre en Yougoslavie, aux portes de l'Europe, mais qui a quand même abouti à la mise en place d'un tribunal pénal international qui a suivi les exactions, les violations et les violences. Il y a eu le conflit du Rwanda qui a fait 1 million de victimes, mais qui au moins a abouti à la mise en place d'un tribunal pénal international qui, en tout cas, a fait une collecte d'informations. Mais à 2 heures de Paris, il y a eu un conflit qui a fait 200 000 morts, sans qu'aucun ne soit présenté à la justice, sans que le régime algérien ne soit inquiété, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Parce que le régime algérien, finalement, a trouvé plus facile de mener la politique suivante, c'est la politique de tout céder à l'extérieur et tout prendre à l'intérieur. À l'extérieur, il donne le pétrole, il donne le gaz, il donne les affaires. Et à l'intérieur, il ne veut surtout pas que des gens se mêlent des affaires, des trucages électoraux, de la démocratie, de la transparence, de la bonne gouvernance. Et finalement, le pays est devenu une grande prison, sinon une grande salle d'attente, parce qu'avec les rentrées d'argent historiques, le pays est devenu un pays qui a une seule activité. Je m'excuse de déborder un peu sur l'activité économique. Nous sommes dans un pays où il y a un régime incompétent qui est violent, qui est là. Il est en train de pomper le pétrole, il vend le pétrole, il a beaucoup d'argent, et comme il ne sait pas quoi faire avec cet argent, il continue de pomper le pétrole, et il a de l'argent, et il continue de pomper le pétrole, et il a de l'argent. Donc nous avons des quantités énormes d'argent. Mais le pays, le citoyen, le niveau social, les souffrances sociales sont les mêmes. Ce qui montre bien que la nature du régime, ses pratiques, ses responsables, n'ont pas ni la volonté ni la compétence. Mais bien sûr, le régime algérien est aussi puissant par la puissance de ses services qui ont des relais ici même en France. On a bien remarqué que beaucoup de responsables d'officiels français, ils font la navette Paris-Alger et tout le monde sait que les complicités, je trouve personnellement anormal que le président de la République, encore une fois je m'excuse de citer le président de la République française, qui lors de la révision de la Constitution lors de la révision de la Constitution en France, il avait dit que c'est pas normal il faut réduire les mandats, il faut réviser la Constitution pour limiter les mandats présidentiels. Mais au même moment, on a accepté, on a autorisé, plus encore, on a soutenu la révision de la Constitution en Algérie qui donne le droit au chef de l'État de rester à vie. Cette façon de traiter avec l'Algérie a fait que le régime se croit aujourd'hui investi, soutenu, investi de la complicité et du silence de la communauté internationale. Ce qui fait que nous avons un régime qui défie la communauté internationale et il défie également la communauté nationale. Je discutais avec les amis marocains, on faisait des comparaisons et on s'était aperçu qu'à Alger, face à une manifestation de 300 personnes, on a mobilisé 50 000 policiers. Les gens se posaient la question pourquoi la mobilisation d'effectifs disproportionnés des services de sécurité par rapport aux manifestants. Je pense que le message que le régime d'Alger voulait passer à la fois à la communauté internationale, mais notamment aux puissants, c'est leur dire que nous pouvons garantir vos intérêts, que nous avons un service de police performant, qu'on n'est pas dans la zone déstabilisée et nous avons rétabli donc le contrôle du pays. Cette situation donc est en défaveur pour la société civile, les militants associatifs, les militants des droits de l'homme, d'autant plus que la corruption s'est développée et c'est vrai, les derniers événements, le régime algérien, il a un génie, c'est ce qu'on appelle le génie d'anticipation. En Algérie, on a l'impression que, à l'inverse
du mouvement du séisme, chez nous, les répliques viennent avant le séisme. C'est les répliques qui viennent avant le séisme. Et le régime algérien a développé un art particulier de faire de fausses émeutes pour éviter les vraies, le faux barrage pour éviter le vrai, le faux maquis pour éviter le vrai. Et le pays fonctionne dans le mensonge absolu. Ce qui fait que si vous êtes intéressé, si vous faites l'effort de regarder ce qui se passe en Algérie, premier regard, vous avez le vertige. Et si vous approfondissez un peu le regard, vous avez l'hypertension. Et vous êtes déjà dans l'incapacité de comprendre parce que tout est fait. Et puis également, ici à Paris, en France, il y a ce que j'appelle en Algérie la contrefaçon politique. La contrefaçon politique, ce sont des personnes, des intellectuels entre parenthèses, qui viennent et qui passent sur les chaînes de télévision en française et qui passent leur temps à dire que le seul rempart contre l'islamisme en Algérie, c'est le régime militaire. Mais la réalité est la suivante. C'est qu'aujourd'hui, le chef de l'État envisage de construire la plus grande mosquée d'Afrique en Algérie qui coûte 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'islamisation de l'école a atteint les niveaux alarmants. Aujourd'hui, si on fait une comparaison entre 91 et aujourd'hui, 91, il y avait des islamistes barbus avec leurs qamis qui faisaient la propagande dans les quartiers. Aujourd'hui, on a les mêmes islamistes avec leurs qamis, avec leurs barbes, mais ils viennent avec des 4x4. C'est ça la différence. C'est-à-dire finalement, les islamistes sont devenus encore économiquement puissants puisqu'ils tiennent la totalité du marché informel et ils ont été intégrés dans le jeu politique du pouvoir puisqu'il y a eu un arrangement militaire entre les islamistes et les militaires pour s'arranger l'impunité, le silence, la complicité. Devant cette situation, les Algériens veulent bien que ça bouge. Je vais vous donner une image simple qui résume au mieux la volonté et l'envie des Algériens de voir la situation bouger. Il n'y a pas un coiffeur, il n'y a pas un cabinet médical, il n'y a pas un cabinet d'avocats qui n'a pas été obligé de placer un téléviseur dans son cabinet pour permettre aux clients et aux patients de suivre ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe au Maroc. Donc l'intérêt est tel que les Algériens suivent de près ce qui se passe dans ces pays. Mais le poids du chantage, le poids du chantage par les attentats, le poids du chantage par la violence, mais également lorsque les Algériens veulent que ça bouge, le régime algérien il a le génie par lequel il veut faire sentir aux Algériens le fait que toute idée du changement risque d'être le retour en arrière. Et pour des populations qui ont subi de telles atrocités, il y a à la fois de l'inquiétude, de l'hésitation, même si, autant dans les universités que dans les hôpitaux, que dans la rue, que chez les commerçants, il y a une envie réelle de se révolter et de demander les droits. Bien sûr, il y a aussi l'élément qui est lié aux quantités d'argent qui circulent dans le pays. Aujourd'hui, l'État est réduit à la fonction suivante. Finalement, c'est quoi l'État en Algérie? Ce sont des services de sécurité qui tiennent un territoire. Et ils passent leur temps à céder. Alors vous avez toutes les villes d'Algérie qui sont devenues un grand bazar, un grand marché sur les trottoirs, dans les rues, dans les quartiers, partout. C'est-à-dire on a laissé les jeunes Algériens tout ce qui peut donc aider à calmer le jeu. Ils sont pris au niveau politique. Je cite à titre d'exemple, le taux de réussite au bac de cette année est un taux historique puisque le régime algérien a décidé de faire de l'université algérienne un congélateur. Il met la jeunesse, il va attendre 4 ans au moins à l'université. Il s'assure, parce qu'il préfère avoir affaire à des jeunes à l'université, il va les gérer dans des conflits de pédagogie et de conditions sociales à l'université que d'avoir à gérer un tel nombre de jeunes dans la rue. Il a pris également une autre mesure de grâce parce que chez nous, le service national est obligatoire. Donc il y a 12 classes de jeunes qui sont concernées par le service national, qui ont été amnistiées. C'est aussi des mesures politiques. Je passe sur
l'argent qui est distribué au niveau des communes, au niveau des wilayas, toutes les réunions qui sont organisées dans les mosquées, toutes les zawiyas qui sont réactivées pour promettre des choses aux Algériens. Donc tout cela se déroule comme si l'Algérie n'est pas concernée par les révolutions. C'est vrai que l'apparence de l'extérieur, c'est que le pays ne bouge pas, mais le pouvoir, s'il joue sur l'opération gagner du temps, je pense ni l'argent, ni les moyens ne peuvent stopper une volonté réelle, une envie qui existe, qui est là, qui existe chez les voisins, mais également chez nous, d'aller vers la démocratie. J'espère revenir dans le débat éventuellement pour apporter les éclairages nécessaires. Je vous remercie. Merci. Merci Karim, je crois que j'ai bien compris maintenant pourquoi ça bouge pas en Algérie. En même temps, le coût du congélateur pour 4 ans, c'est une bombe à retardement, hein, parce que quand même l'exemple de la Tunisie montre bien que des jeunes diplômés, formés, éduqués, qui trouvent pas dans l'activité et le développement les capacités de déployer leur savoir et leurs compétences, c'est une bombe à retardement. Voilà, c'est un congélateur qui chauffe. Driss Eliazami donc n'est pas membre du mouvement du 20 février au Maroc, qui est le mouvement connu, activiste, qui manifeste. Mais il y a des membres de ce mouvement dans la salle qui sont intervenus tout à l'heure dans un atelier. Driss Eliazami, vous êtes le président du Conseil national des droits de l'homme au Maroc. Et vous avez donc à ce titre un rôle décisif, j'allais dire, probablement dans une position institutionnelle très importante du processus de démocratisation qui suit pour le moment, même s'il n'est pas donné d'avance et qui peut être contesté et critiqué, qui suit une voie un peu différente, une voie marocaine. Merci Hélène. Moi je partirais, ce que vient de dire Karim me rappelle un épisode qu'on avait vécu avec toi justement et avec Dany, Michel et d'autres amis des Verts il y a plus maintenant de 14 ans, 15 ans, lorsque nous battions au Parlement européen pour que Salima Razali ait le prix Sakharov.